Ce qui devait être une journée ordinaire s'est transformé en cauchemar. Une trahison sanglante, un geste inimaginable, et une vérité que personne n'aurait cru possible. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dépasse la fiction. Lina n'avait jamais aimé cet endroit. La rivière Senga, longue bande sinueuse d'eau brune au cœur de la savane, traçait son chemin silencieusement entre les roseaux et les palmiers. L'eau y était calme en surface, mais chaque habitant du village savait que sous cette quiétude se cachait une mort rapide et brutale. Les crocodiles du fleuve, anciens comme la terre, étaient les maîtres de ces lieux. Mais ce jour-là, Lina n'avait pas le choix. Sa mère, malade depuis des semaines, lui avait demandé de cueillir des feuilles de gombo sauvage qui poussaient justement près de la rive. C'était une corvée que son demi-frère, Kélian, faisait habituellement à sa place. Mais depuis quelque temps, Kélian avait changé. Il était devenu plus froid, plus distant. Il ne riait plus comme avant. Il ne racontait plus ses histoires de chasse, ni ne l'aidait à tresser ses cheveux. Quelque chose en lui s'était brisé. Ou était-ce en train de se révéler? Lina, elle, avait toujours cru en la bonté des gens. Même lorsque les autres enfants murmuraient que Kélian était étrange, elle le défendait. Ils avaient grandi dans la même case, mangé dans la même assiette. Pour elle, il était son frère, malgré les murmures, malgré les regards. Mais ce que Lina ignorait, c'est que Kélian nourrissait une rancune profonde. Depuis qu'il avait appris, quelques mois plus tôt, qu'il ne partageait qu'un seul parent, quelque chose s'était enflammé en lui. Il se sentait comme un intrus. Lina recevait l'amour, l'attention, même l'héritage promis par leur père. Et lui, il n'était qu'un presque fils, toléré, jamais pleinement accepté. Ce jour-là, quand Lina était partie vers la rivière, elle ne s'était pas rendue compte que Kélian l'avait suivie. Les hautes herbes fouettaient ses jambes, le soleil plombait le ciel. Les cigales chantaient leur mélodie obsédante. Lina s'agenouilla au bord de l'eau, son panier de feuilles posé à côté d'elle. Elle plongea ses mains dans l'eau tiède pour se rafraîchir le visage. Derrière elle, le silence. Un silence étrange. Un silence qui précède souvent les tragédies. Kélian l'observait, debout, à quelques pas seulement. Son cœur battait vite, mais pas d'émotion, de rage. Il se répétait que ce n'était pas sa faute, que c'était elle ou lui, que le monde serait mieux sans elle. Et puis il y eut ce pas, ce geste. Un cri, bref. Lina sentit un choc brutal dans son dos. Elle bascula en avant, ses mains cherchant désespérément un appui qui n'existait pas. L'eau l'engloutit aussitôt. Une peur glaciale s'empara d'elle. Sous la surface, elle ouvrit les yeux et vit les ombres. Les formes massives glissaient lentement vers elle. Les crocodiles avaient senti la vibration, le trouble de l'eau. Ils approchaient. Lina lutta pour remonter. Sa tête jaillit hors de l'eau. Elle hurla. Kélian, aide-moi! Mais il ne bougeait pas. Il la regardait, figé, les poings serrés, les yeux pleins de confusion et de colère. Elle comprit à cet instant. Ce n'était pas un accident. C'était lui. Et alors, elle disparut de nouveau sous l'eau. Mais ce que Kélian ignorait, c'est que cette histoire ne se terminerait pas ici. Le soleil était encore haut dans le ciel quand la surface de la rivière redevint calme. Aucun cri, aucun remous. Juste ce silence lourd, étouffant, comme si la nature elle-même s'était figée. Kélian restait immobile, incapable de détourner les yeux de l'eau. Une partie de lui s'attendait à voir le sang remonter, à voir les crocodiles s'agiter dans une frénésie meurtrière. Mais rien, aucun signe. Comme si Lina avait été avalée par le fleuve, corps et âme. Il recula lentement, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'il venait de faire, il ne pouvait pas encore se l'avouer. Pas complètement. Alors il fit ce que font les lâches. Il rentra au village comme si de rien n'était. Quand on lui demanda où était Lina, il haussa les épaules. Elle est partie plus loin. Je l'ai vue marcher vers les rochers rouges. Il détourna le regard. Mais dans ses yeux, quelque chose tremblait. Pendant ce temps, au fond de la rivière, Lina se débattait avec la mort. Ce n'était pas la morsure d'un crocodile qui l'avait surprise, mais une main. Une main ferme, rude, qui l'avait saisie par le bras et tirée sous l'eau. Instinctivement, elle avait lutté, croyant qu'un des monstres l'avait attrapée. Mais en rouvrant les yeux, elle vit un visage. Un vieillard. Ses yeux étaient aussi pâles que le ciel d'orage. Ses cheveux flottaient autour de lui comme des algues. Il la tirait vers une grotte immergée, camouflée par les racines et les rochers.
À bout de souffle, Lina perdit connaissance juste avant d'atteindre l'ouverture. Elle se réveilla sur un sol humide, dans une cavité souterraine, éclairée par une faible lueur filtrant de la surface. Tu es en vie murmura la voix grave du vieil homme. Lina ouvrit les yeux avec difficulté. Elle toussa, recrachant de l'eau, haletante. Qui Qui êtes-vous chuchota-t-elle. On m'appelle Jara, gardien du fleuve. Et toi, tu viens d'échapper à la mort. Lina se redressa lentement, tremblante. Ses vêtements étaient déchirés, sa peau éraflée. Mais elle était entière, vivante. Les crocodiles, pourquoi ne m'ont-ils pas attaqué? Jara resta silencieux un instant, puis sortit une petite amulette de sa tunique. C'était un pendentif d'os sculpté, en forme de serpent enroulé autour d'un œil. Ce que tu portes autour du cou, dit-il en pointant son collier, t'a protégé. Ce bijou appartenait à ta grand-mère. Elle était une veilleuse d'eau, une femme des rivières. Et toi, tu as son sang. Lina fronça les sourcils, perdue entre la peur, l'incompréhension et la colère. Mon frère, il m'a poussé. Je sais, répondit Jara. Je l'ai vu. Un frisson glacial remonta le long de la colonne de Lina. Il a voulu me tuer. Oui. Et maintenant, il dira au monde que tu as disparu. Mais ce n'est pas encore ton heure. Tu as survécu. Et tu as une décision à prendre. Lina, les yeux grands ouverts, le regarda avec une intensité nouvelle. Laquelle? Jara se pencha vers elle, le ton plus grave que jamais. Tu peux fuir. Oublier. Recommencer ta vie ailleurs. Ou tu peux revenir. Mais pas comme avant. Revenir plus forte, plus rusée. Devenir ce que tu dois être, une survivante et une justicière. Lina ferma les yeux. Dans son esprit, l'image de Kélian, ses yeux noirs, son silence, son geste. Elle serra les poings. Je reviendrai. Et il regrettera ce qu'il a fait. 3 jours passèrent. Au village, la nouvelle de la disparition de Lina s'était répandue comme une traînée de poudre. Certains disaient qu'elle s'était perdue. D'autres chuchotaient qu'un crocodile avait eu raison d'elle. Sa mère, inconsolable, restait prostrée dans la case, refusant de croire ce que les anciens répétaient avec gravité. La rivière ne rend pas ce qu'elle prend. Et Kélian? Il jouait parfaitement son rôle, le frère endeuillé, silencieux, triste. Il se tenait au bord de la foule lors des veillées, les yeux baissés, serrant contre lui un foulard que Lina portait souvent. Ce même foulard qu'il avait volontairement laissé près de la rive pour renforcer son mensonge. Mais à l'intérieur, il n'y avait ni douleur, ni remords. Juste ce vide amer. Il avait cru que sa jalousie disparaîtrait après cet acte, qu'il se sentirait enfin soulagé. Mais au contraire, il se sentait hanté. Chaque nuit, il rêvait de la rivière, de Lina, de ses yeux suppliants. Et puis, au 4e jour, quelque chose changea. La pluie tomba subitement, sans avertissement, alors que le ciel était encore clair. Un orage né sans tonnerre. Les villageois s'arrêtèrent, levèrent les yeux, inquiets. Ce genre de pluie, ils le connaissaient. Elle annonçait toujours un événement, un signe, un retour. Au même moment, non loin de là, Lina ouvrait les yeux. Le vieil homme Jara lui avait donné de quoi se nourrir, soigner ses plaies, et surtout, lui avait enseigné les bases d'un savoir ancien, un savoir oublié, celui des veilleuses d'eau, ces femmes liées à l'esprit du fleuve, capables de sentir les courants invisibles, de percevoir les intentions cachées dans les battements de cœur, et de lire les secrets dans les reflets de l'eau. Lina n'était plus la jeune fille naïve d'avant. Quelque chose en elle avait changé. L'eau n'était plus une ennemie. Elle l'écoutait, elle la guidait. Elle revint vers le village à pied, discrète, couverte d'un long voile sombre que Jara lui avait remis. Un tissu tissé d'écorce noire, trempé dans des herbes qui la rendaient presque invisible à distance. Comme une ombre. À la tombée de la nuit, elle atteignit la lisière du village. Chaque pas résonnait comme un murmure de revanche. Elle se posta derrière les huttes, là où les enfants jouaient autrefois. Les rires étaient absents. La mort avait laissé sa trace. Mais Lina, elle, n'était pas morte. Et ce que Kélian ignorait, c'est que son heure approchait. Kélian était assis près du feu, les yeux perdus dans les flammes. Il se sentait observé. Un frisson le parcourut. Il se retourna brusquement. Rien. Juste l'obscurité et le vent. Mais Lina était là. Dans l'ombre, elle observait, elle écoutait, elle attendait le bon moment. Elle avait décidé de ne pas se précipiter, pas encore. D'abord, elle voulait comprendre. Qui d'autre savait? Est-ce que Kélian avait agi seul? Et surtout, pourquoi son sang avait éveillé en elle cette force étrange? Pourquoi sa grand-mère ne lui avait jamais parlé de ce don?
Cette nuit-là, elle se glissa jusqu'à la case de sa mère. La vieille femme dormait à demi, une lampe à huile vacillante près de son lit. Lina s'approcha sans bruit. Maman, c'est moi, murmura-t-elle. La femme ouvrit brusquement les yeux. Elle resta figée, la bouche entr'ouverte. Lina, est-ce toi ou un esprit? Lina prit doucement sa main, chaude, réelle. Je suis vivante, maman, mais je ne peux pas encore me montrer. Pas tant que je n'ai pas terminé ce que j'ai commencé. Sa mère, en larmes, la serra contre elle. Mais Lina s'écarta, le regard ferme. Je dois savoir pourquoi. Et je dois lui faire avouer, devant tout le monde. Et ainsi se termina la première nuit du retour. Lina, cachée aux yeux de tous, devint une ombre dans son propre village. Elle glissait entre les cases, écoutait, apprenait, se préparait, mais bientôt viendrait le moment de vérité. Et ce jour-là, personne ne serait prêt à entendre ce que la rivière avait vraiment vu. Le village vivait dans une tension sourde. Depuis l'enterrement symbolique de Lina, une cérémonie sans corps, sans preuve, les anciens parlaient à voix basse, les enfants évitaient la rivière, et certains disaient avoir vu la nuit une silhouette rôder entre les arbres. Les rumeurs commençaient à prendre racine. L'esprit de la fille est revenu, elle n'a pas trouvé la paix. Kélian, lui, n'en dormait plus. Chaque ombre lui rappelait Lina. Chaque goutte d'eau qui tombait sur sa peau était comme un reproche. Et pourtant, il gardait son masque. Il chassait, souriait, aidait les anciens, plus dévoués que jamais. Mais ce n'était pas par bonté, c'était par peur. Peur qu'un mot, un regard ne trahisse ce qu'il avait fait. Il ignorait que le piège s'était déjà refermé. Lina, désormais maîtresse de l'ombre, avait mis en place son plan. Chaque nuit, elle laissait derrière elle des signes. D'abord subtils, une empreinte dans la boue devant la case de Kélian. Une fleur tressée comme elle seule savait le faire, posée sur la natte. Puis des mots gravés à la craie blanche sur le sol. Tu crois que je dors, mais je veille. La peur s'insinua dans l'esprit de Kélian. Il croyait devenir fou. Il interrogeait les enfants, les anciens. Tout lui répondait par des silences méfiants. Il commença à perdre patience, à parler tout seul. Et peu à peu, le masque se fissura. Mais ce n'était pas suffisant pour Lina. Elle voulait que lui-même révèle la vérité, devant tous. Elle voulait le regard du village posé sur lui quand la vérité éclaterait. Alors, elle décida de jouer le dernier acte. Elle attendit le marché du vendredi, jour où tout le village se rassemble pour échanger, discuter, partager. Elle se cacha dans la foule, voilée, méconnaissable. À son cou, l'amulette de sa grand-mère brillait faiblement, un talisman pour la protéger des regards perçants. Au centre de la place, elle laissa tomber un petit objet, un simple coquillage, mais pas n'importe lequel. C'était le dernier que Lina avait offert à Kélian lors de leur promenade près de la rivière, quelques jours avant la tragédie. Kélian le vit. Son visage se figea. Il s'en approcha, lentement. Quand il le ramassa, une voix retentit. C'est drôle, comme certaines choses qu'on croyait mortes reviennent toujours. N'est-ce pas, Kélian? Les villageois se tournèrent. La voix était claire, froide et familière. Kélian se redressa, pâle comme la cendre. Devant lui, la femme voilée retira lentement son capuchon. Lina, vivante, entière, plus forte. Un murmure parcourut la foule. Certains crièrent, d'autres tombèrent à genoux. Sa mère, en larmes, se précipita pour la serrer dans ses bras. Mais Lina ne la regardait pas. Elle fixait Kélian. Tu veux leur dire, ou dois-je m'en charger? Kélian recula. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Tu m'as poussé, dit-elle. Toi, ton sang, ton frère, ton traître. Les anciens, stupéfaits, observaient la scène. Personne ne bougeait. Je t'ai vu, murmura Lina. J'ai vu ton regard, et je veux que tout le voie aujourd'hui. Kélian tremblait. Le masque était tombé. Il balbutia. Je ne voulais pas, je pensais que tu étais morte. Je n'étais pas moi, ce jour-là. Non, Kélian, répondit Lina, glaciale. Ce jour-là, tu étais exactement toi. Un silence de mort tomba sur la place. Lina se détourna alors et marcha lentement vers le centre du cercle. Elle leva la main. Je ne suis pas revenu pour me venger. Je suis revenu pour dire la vérité. Que même quand quelqu'un tente de vous faire disparaître, la vérité, elle, remonte toujours à la surface. Elle marqua une pause, puis déclara « Aujourd'hui, je choisis de vivre. Mais lui, qu'il réponde devant les esprits et les hommes. » Et ainsi, le masque tomba. Et le village vit, pour la première fois, ce que cache le visage de la jalousie. Le conseil des anciens s'était réuni en urgence.
Le village entier était rassemblé autour du cercle sacré, là où se décident les affaires les plus graves. Les trahisons de sang, les fautes qu'aucune amulette ne peut effacer. Kélian, les mains liées, était à genoux. Son visage était vide, son regard fuyant. Il avait tout avoué. Il n'avait plus le choix. La vérité, crue, brutale, avait jailli au grand jour comme un éclair dans un ciel d'orage. Lina, droite comme un roseau, se tenait debout, sans haine, mais avec une force que personne ne lui connaissait. Jara, le vieux gardien du fleuve, était là aussi, observant dans l'ombre, silencieux, témoin d'une histoire que même les esprits redoutaient. Un silence solennel s'installa. L'un des anciens prit la parole. Ce garçon a tenté de tuer sa sœur. Il a menti, manipulé, trahi. Selon les lois anciennes, il devrait être livré à la rivière pour que les crocodiles décident de son sort. Mais la victime, elle, est debout devant nous, vivante. Et c'est à elle que revient la parole finale. Tous les regards se tournèrent vers Lina. Elle fixa Kélian et parla d'une voix calme. S'il meurt aujourd'hui, son ombre me suivra toute ma vie. Ce serait facile. Mais je ne veux pas de vengeance. Je veux qu'il vive avec le poids de ses actes. Qu'il sente chaque jour le regard du village. Qu'il sache que la rivière m'a rendue plus forte, pas brisée. Elle marqua une pause, puis ajouta « Je lui laisse la vie, mais il doit quitter ce village. À jamais. Et il ne devra plus jamais poser les yeux sur ma mère, ni sur moi. » Les anciens hochèrent lentement la tête. Le jugement fut rendu. Kélian serait exilé, banni, effacé du cercle des vivants. Une punition bien plus longue qu'une mort rapide. Épilogue. Le jeu de la mémoire. Des lunes ont passé depuis. Lina est devenue une guérisseuse respectée, liée à la rivière et à ses secrets. On dit qu'elle peut lire les blessures de l'âme, que ses mots soignent mieux que les plantes. Certains l'appellent la fille qui revint des crocodiles. D'autres ne parlent d'elle qu'en chuchotant, par respect ou par crainte. Kélian, lui, n'a plus jamais été revu. Mais parfois, la nuit, Lina regarde la rivière. Elle y voit son reflet, changé mais serein. Elle sait qu'elle a gagné bien plus qu'une revanche. Elle a repris possession de sa vie. Et le fleuve, en silence, continue de couler. Fin de l'histoire. Poussée au crocodile, la trahison du sang. Maintenant, à vous la parole. Qu'auriez-vous fait à la place de Lina? Auriez-vous pardonné? Auriez-vous laissé Kélian vivre? Ou choisi la voie de la justice plus tranchante? Commentez avec vos avis ci-dessous. Vos réponses pourront même inspirer une suite ou un spin-off. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines légendes vraies ou imaginées. Active la cloche pour recevoir la suite de nos histoires de trahison, de courage et de survie. Et surtout, laisse un like si tu veux d'autres récits aussi intenses que celui-ci. Prochaine histoire à venir, elle a entendu pleurer un bébé dans la forêt, mais ce n'était pas un bébé.